Une fin de série, c'est rarement une fin. On pourrait croire que tout s'arrête lorsque le dernier épisode se termine. Mais en réalité, souvent, ça ne s'arrête pas là. Ça y est, j'ai terminé Stranger Things. J'ai regardé le générique défiler et je me suis surpris à ressentir ce petit vide très particulier que laissent certaines œuvres quand elles se terminent. C'était pas un choc immense ni un drame, juste ce petit moment un peu étrange où tu sais que c'est fini, mais où ton esprit, lui, il n'en est pas encore totalement sorti. Parce que mine de rien, c'est une série que j'ai suivie pendant presque 10 ans. Et 10 ans, c'est long. Ouais, c'est pas faux. Et pendant quelques secondes, j'ai pensé à Hawkins, à ses rues, à ses vélos, à ses lampes qui clignotent. J'ai imaginé les personnages continuer leur vie quelque part, hors champ, comme si ce monde existait encore sans nous. Alors oui, évidemment, je sais très bien que non. Je sais bien que tout ça c'est fictif et malheureusement non, il n'y aura pas de lendemain pour Hawkins. Mais cette sensation, elle est bien réelle. Parce que Stranger Things, elle a réveillé quelque chose d'un peu plus ancien en moi. Cette sensation que j'avais devant certaines œuvres quand j'étais plus jeune. Cette impression que le monde était plus grand que ma chambre. Plus étrange, plus vaste, plus vivant. Et c'est là que je me suis dit un truc très simple. Si j'avais vu Stranger Things à cette époque-là, j'aurais probablement pété un câble. Alors forcément, quand tout se termine, quand une porte se ferme, ça me fait quelque chose. J'ai pas pleuré, parce que vrai bonhomme, toi-même tu sais. Mais oui, honnêtement, ça m'a fait quelque chose. Et puis je me suis levé. La vie a repris. Et par la vie, j'entends évidemment Internet. J'ai pris mon téléphone, et là, changement total d'ambiance. Un peu comme si je quittais une pièce silencieuse pour rentrer dans une salle beaucoup plus bruyante. Une salle où on parlait de la même œuvre, mais pas du tout sur le même ton. Adieu le calme, la sensation de vide, prendre le temps de dire au revoir, tout ça c'est fini. À la place, il y a tout le reste. Les notes, les reviews, les classements, les trades, les vidéos, les critiques, les débats. Et viennent ensuite toutes les accusations. C'est raté, c'était mieux avant, la série a trahi son public, ou encore, on nous avait promis autre chose. Et pour être clair, c'est pas l'existence de la critique qui m'a frappé. Les œuvres ont toujours été discutées, animées, rejetées, débattues. Tu vas acheter ces croûtes-là 30 000 euros ? C'est pas nouveau. Ce qui m'a frappé, c'est autre chose. C'est la vitesse à laquelle on passe aujourd'hui, de l'expérience au verdict. Comme si une fin n'avait même plus le temps de retomber un peu. Comme si on sortait à peine de l'œuvre, qu'il fallait déjà la classer, la juger, en tirer un bilan définitif. Et c'est là que je me suis dit qu'il y a peut-être quelque chose d'étrange dans la manière dont on regarde les séries aujourd'hui. Parce qu'une fin de série, maintenant, ce n'est plus seulement une fin, c'est aussi très souvent le début de son procès. On laisse de moins en moins une œuvre exister simplement comme une expérience, on la transforme presque immédiatement en avis, en classement, en position. On ne sort plus seulement d'une fin pour rester avec ce qu'elle nous a fait, on en sort aussi pour savoir quoi en penser. Et c'est aussi pour ça que j'avais envie de parler de Stranger Things. Pas seulement de sa fin, ni seulement de ce qu'elle a réussi ou ce qu'elle a raté, mais de ce moment très particulier où une série qui a compté s'arrête. Et où, presque aussitôt, l'expérience laisse place au jugement. Netflix est fondé en Californie par Reed Hastings et Mark Randolph en 1997. Non, je vous rassure, on va pas se refaire toute l'histoire de Netflix. Mais il faut quand même poser un peu le contexte. Parce que Stranger Things, elle arrive pas par hasard. Pour comprendre pourquoi cette série a pris une telle place, c'est aussi intéressant de voir tout ce qui s'est passé un peu avant. Quand la série sort, Netflix a déjà compris depuis longtemps quelque chose de très important. Pour vraiment exister, il ne suffit pas d'avoir des séries, il faut des séries qu'on associe immédiatement à ton nom. Des séries qui ne restent pas juste dans un catalogue, mais qui entrent dans l'imaginaire collectif. Et à ce moment-là, Netflix est en train de construire exactement ça. Ça commence avec les séries originales Netflix, et il y a déjà eu plusieurs étapes. Mais la première, celle qui va vraiment marquer un changement, et là attention, je prends mon meilleur accent, c'est House of Cards. Alors c'est pas la première des séries originales Netflix, il y en a eu d'autres avant, comme Lilyhammer, mais elle va vraiment marquer un tournant. Elle va acter que Netflix change de dimension. Suivra ensuite Orange is the New Black,
Vous avez vu, l'accent s'améliore de série en série. La série sera un succès encore plus tonitruant, on parle même là carrément de phénomène culturel, tant la série sera le porte-drapeau de la plateforme pendant des années. Et à partir de là, Netflix déroule. On aura le droit aux séries Marvel, et c'est pas n'importe quoi à l'époque. Daredevil, Jessica Jones, The Punisher, Luke Cage, et je crois que c'est tout, j'ai rien oublié. On aura aussi le droit aux reportages d'origine de Netflix, et d'autres séries comme Narcos ou encore BoJack Horseman, bref. Netflix n'accumule plus seulement les contenus, Netflix est en train de devenir un lieu, une identité, une manière de consommer les séries. Et Stranger Things arrive pile à ce moment-là. Le public est prêt, Netflix est installé, et le binge est devenu un mode de consommation naturel. Parce qu'à partir de là, regarder une série, c'est plus forcément attendre chaque semaine pour avoir son épisode, c'est aussi s'immerger dedans d'un coup. On y passe des heures et on rentre presque dans un monde sans respirer. Et ça change pas mal de choses. Parce qu'une série qu'on vit comme ça, elle ne laisse pas la même trace. Elle te prend plus vite, plus fort. Tu ne la regardes plus seulement, tu la traverses. Et Stranger Things est parfaite pour ça. Mais ce qui explique vraiment son explosion, c'est pas seulement le bon moment ou la bonne plateforme, non. C'est aussi ce qu'elle raconte. Ou plutôt la manière dont elle le raconte. Parce que Stranger Things n'invente pas tout. Et je pense même que sa force vient précisément de là. Elle remet au centre quelque chose que beaucoup de gens ont reconnu tout de suite. Une forme d'aventure qu'on voyait moins qu'avant, où tout part d'un monde presque banal, avant que l'étrange n'y entre. Au début, tout semble normal, et puis, il y a une faille. Quelque chose bouge, et le réel bascule. Forcément, ça réveille tout un imaginaire. On pense à Amblin, à Spielberg, à E.T., aux Goonies, à toutes ces histoires où l'aventure surgit au milieu du quotidien. Mais la force de Stranger Things, ce n'est pas juste de citer cet imaginaire, c'est de l'avoir réactivé pour un public d'aujourd'hui. La série a remis en circulation une façon très simple et très forte de raconter l'aventure. Et les années 80 jouent beaucoup là-dedans. Pas juste pour le décor ou la nostalgie. Elle donne une vraie couleur à la série et participe à son charme. Mais pour moi, le vrai cœur de Stranger Things, il est ailleurs. Il est dans les liens que la série crée entre ses personnages. Parce qu'au fond, on ne revient pas seulement pour l'Upside Down ou pour la mythologie. On revient pour eux, pour cette bande, pour cette dynamique et cette impression qu'ils existaient déjà avant même qu'on arrive. C'est ça, la grande force de la série. Tu ne reviens pas seulement pour savoir ce qui va se passer, tu reviens pour passer du temps avec eux, pour retrouver leur énergie, leur lien, leur ambiance. Et c'est sans doute pour ça que Stranger Things reste autant. Pas seulement pour son histoire, mais pour les personnages avec qui elle nous l'a fait vivre. Ajoute à ça le fait qu'elle mélange très bien plusieurs codes et tu obtiens une série qui parle à beaucoup de monde. Surtout qu'elle arrive au bon moment. Et donc très vite, Stranger Things devient plus qu'une série. Elle devient un point de repère. Un truc que presque tout le monde connaît. Ou sur lequel tout le monde a au moins un avis. Et à partir de là, quelque chose change. Parce qu'une série qui prend autant de place ne se regarde plus vraiment comme avant. Elle devient un événement culturel. Et Stranger Things est presque faite pour ça. C'est une série de plateforme, devenue symbole de plateforme, une série qu'on regarde vite, qui se commente partout et qui circule en continu. Et à partir de là, on ne la regarde plus vraiment pour ce qu'elle raconte. On commence à la juger pour ce qu'elle représente. Et ça, ce n'est plus du tout le même regard. Au début, une série, tu la prends comme elle vient. Tu la regardes, tu entres dedans ou non, et ça suffit. Puis le temps passe, la série continue, elle grandit, et ton regard change avec elle. Pas forcément parce que tu deviens plus dur, pas forcément non plus parce qu'elle serait soudain devenue mauvaise. C'est plus discret que ça. Au début, il y a la découverte. Et la découverte, par définition, ça n'arrive qu'une fois. La saison 1 de Stranger Things, c'est exactement ça, l'inconnu. Le plaisir de ne pas savoir encore comment la série fonctionne. Tu ne connais pas encore ses habitudes, et tu ne vois pas encore toutes ses coutures. Et ça, aucune suite ne peut vraiment te le rendre. Et donc à ce moment-là, se crée une forme de décalage. La série doit continuer, avancer, élargir son monde, sans pouvoir retrouver exactement ce qu'elle t'a fait ressentir la première fois. Et c'est souvent là qu'on entend une phrase qu'on a tous entendue des millions de fois. Une phrase qui fait si mal aux séries. C'était mieux avant. Parfois, cette phrase est juste. Une série peut se perdre, elle peut s'étirer, elle peut grossir au mauvais endroit. Elle peut tout simplement perdre ce qui faisait sa force. Mais cette phrase, elle dit aussi autre chose. Elle dit qu'on ne revit jamais vraiment une première fois. Et ça, mine de rien, ça fait une vraie différence.
Parce qu'une fois la surprise passée, ton attention se déplace. Tu remarques plus vite ce qui revient, tu vois mieux les longueurs, et tu sens plus vite les mécanismes. C'est un peu comme un tour de magie. La première fois, tu es pris dedans, et la deuxième fois, tu regardes un peu plus les mains. Et Stranger Things, saison après saison, elle doit se battre contre ça. La saison 2 avance sans l'effet de découverte, la saison 3 pousse davantage le spectacle, et la saison 4 prend encore plus de place. Et là, il faut être honnête. Ce n'est pas seulement une impression. La série a changé. Elle est beaucoup plus grosse, beaucoup plus lourde aussi. Et c'est logique au fond. Quand une série devient énorme, elle finit souvent par vouloir répondre à sa propre taille. Le problème, c'est que ce mouvement a un prix. Plus Stranger Things grandit, plus elle s'éloigne parfois de ce qui la rendait facile à aimer au départ. Au début, c'était une aventure. Avec le temps, c'est aussi devenu quelque chose qu'il fallait porter. Et c'est là que le piège se referme. Plus une série devient énorme, plus on attend d'elle qu'elle en fasse beaucoup, qu'elle frappe fort, qu'elle marque, qu'elle dépasse la saison d'avant. Alors les épisodes s'allongent, les enjeux montent, tout doit sembler plus important. Et à partir d'un certain point, revenir à quelque chose de simple, c'est presque donner l'impression de revenir en arrière. C'est là que le succès devient une contrainte. Et la saison finale arrive au bout de tout ça. Pas seulement avec la tâche de conclure une histoire, mais avec tout ce que la série est devenue entre-temps. Et à ça, s'ajoute encore autre chose. Parce qu'au fond, le problème n'est pas seulement ce qu'on attend d'une œuvre, c'est aussi la manière dont on la regarde pendant qu'on la regarde. Aujourd'hui, on regarde plus jamais vraiment une série seule. Même quand on croit l'être, en réalité, il y a toujours un peu cette présence dans la pièce avec nous. On n'a pas forcément conscience qu'elle est là, mais en réalité, elle disparaît jamais vraiment. C'est les commentaires, les réactions, les notes, les vidéos, c'est tout ce bruit-là. Et ça, je trouve que ça change énormément de choses. Pas parce qu'avant, les gens ne critiquaient pas, évidemment, ils critiquaient déjà. On a toujours adoré débattre, comparer, dire qu'une fin était ratée ou qu'une série avait perdu son âme. Ça, c'est vraiment pas nouveau. Mais ce n'est pas la même présence. C'était pas à cette vitesse, et c'était pas non plus un bruit qui était permanent. Avant, il y avait plus souvent un petit décalage entre ce que tu ressentais et ce que le monde allait en faire. Aujourd'hui, ce décalage-là, il a presque disparu. L'épisode n'est même pas fini, tu sais déjà qu'il va être découpé quelque part, classé, noté, réduit à 3 scènes, à une incohérence, à une décision finale, et dans le meilleur des cas, à un trait dans 10 slides. Et à force, cette présence, elle s'installe même dans ton visionnage. C'est un peu comme un deuxième écran dans ta tête. Et donc maintenant, tu regardes une scène, mais quelque part, tu entends déjà le débat qu'elle va déclencher. Tu te prépares à la réaction. Tu imagines le camp d'en face, tu sais déjà ce qui va être adoré, ce qui va être moqué, ce qui va devenir la preuve que la série est soit brillante, soit éclatée au sol. Et là, oui, le rapport change. Parce que la question, c'est plus seulement « est-ce que j'aime ?», mais ça devient parfois « qu'est-ce que les gens vont en penser ?» et même plus sournoisement « est-ce que j'ai le droit d'aimer ça ?» sachant qu'on va probablement en conclure que j'ai des goûts de merde. Et ça, j'en rigole, je trouve ça fascinant. Mais en réalité, je trouve ça surtout triste. Parce qu'à force, on se laisse plus vraiment traverser par un moment. On commence déjà à préparer sa position dessus. Et quand je pense à ça, je pense toujours au même exemple. La bataille de Winterfell dans la dernière saison de Game of Thrones. Je vous préviens, il va y avoir du spoil, donc je vous invite à passer cette partie si vous ne l'avez pas encore vue. Depuis des saisons, tout converge vers cette nuit. C'est la bataille que la série te promet depuis le début. Et quand elle arrive, il n'y a rien de triomphant. La peur est partout dans les rangs alliés, la tension est énorme. Tout le monde se prépare moins à gagner qu'à survivre. Parce qu'en face, ce n'est pas une armée classique. C'est littéralement une armée des morts. Donc on n'est pas du tout dans une ambiance de veille de guerre héroïque, confiante, presque spartiate. En réalité, on est plus dans l'attente d'un massacre. Et au milieu de tout ça, il y a les Dothraki. Et les Dothraki, c'est vraiment une armée qui donne l'impression de ne connaître ni la peur, ni la défaite. Et donc à ce moment-là, alors que le moral est au plus bas, Mélisandre embrasse leurs armes. Et là, tout à coup, l'image devient folle. La musique monte, tu vois toutes ces flammes dans la nuit, et tu vois surtout l'espoir renaître sur certains visages. Et puis ils partent. Ils foncent dans l'obscurité. Et là, les lumières s'éteignent, une par une, comme si la nuit les avalait. Et en quelques secondes, tu comprends que les marcheurs blancs, c'est vraiment autre chose. C'est un niveau de menace tellement violent que même les guerriers les plus impressionnants du royaume disparaissent dans le noir, sans presque exister, en l'espace de 5 minutes. Franchement, sur le moment, cette scène, je l'avais trouvée folle. Il y avait une vraie image de cauchemar, une vraie sidération, une vraie bascule. Et pourtant, le lendemain, on ne parlera pas de ça.
On ne parlera ni de Dothraki, ni de la bataille, ni de cette vision presque apocalyptique. On parlera uniquement de la fin. Parce que c'est aussi l'épisode où Arya tue le roi de la nuit d'un coup de dague. Et à partir de là, tout se referme sur ça. Le reste existe encore, bien sûr, mais il passe derrière. L'épisode entier est relu à travers ce seul moment. Et là, tu vois le mécanisme. Un épisode entier, avec son ambiance, sa tension, ses images, sa violence, qui peut se retrouver réduit à un seul point de fixation. Une décision, une mort, une incohérence, une scène, et tout le reste disparaît derrière. Évidemment, ce n'est pas propre à Game of Thrones. On a vu ça sur Lost, sur Dexter, sur plein d'autres grosses séries. Le problème, ce n'est pas ce qu'on critique. Le problème, c'est la manière dont une œuvre entière peut être aspirée par un ou deux points de fixation, jusqu'à réécrire toute la conversation autour d'elle. Et Stranger Things, évidemment, c'est un terrain parfait pour ça. Parce qu'elle cumule tout. La popularité, la durée, l'affect, la nostalgie, le statut d'événement. Et un public immense. Et il y a encore un autre facteur qui renforce tout ça, c'est que la critique elle-même est devenue une forme de contenu. Dire « j'ai passé un bon moment », ça existe encore bien sûr, mais ça vit moins longtemps, ça circule moins fort, et ça structure moins le débat. En revanche, dire « voilà pourquoi la série est devenue nulle »,« voilà pourquoi cette fin est un désastre », ou « voilà pourquoi tout le monde se trompe », ça vit très bien. Parce que c'est plus net, plus conflictuel, plus partageable et plus bruyant. Et là encore, c'est pas la critique elle-même le problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout est fait pour récompenser ce qui tranche, ce qui oppose, et qui transforme un ressenti en position. Donc oui, je pense vraiment que notre époque pèse sur la manière dont une œuvre est reçue aujourd'hui. Pas parce qu'elle inventerait des défauts qui n'existeraient pas, mais parce qu'elle les grossit, les organise, les met en scène, et elle leur donne plus de poids qu'avant dans la conversation. Et encore plus important que ça, surtout, parce qu'elle laisse de moins en moins une œuvre exister longtemps comme un moment, avant de la transformer en position, en avis, en camp ou en verdict. Et quand tu combines tout ça avec une série qui est déjà énorme, déjà chargée d'attentes et presque déjà mythifiée, le procès devient presque inévitable. Bon. Maintenant qu'on a parlé de l'attachement, de la taille du phénomène, des attentes, du bruit autour, on peut enfin ouvrir le dossier. Parce que oui, des critiques sur Stranger Things, il y en a. Et à mes yeux, toutes les pièces du procès ne se valent pas. Il y a les critiques qui touchent vraiment au cœur de la fin, et puis il y a le reste. Les coutures, les facilités, les petites branches mal refermées. Les symptômes d'une série devenue très grande, peut-être trop grande, pour tout faire tenir proprement. Et la première critique, c'est forcément celle du climax. Celle du dernier affrontement, de Vecna, de l'Upside Down, de cette sensation que tout menait vers un moment immense, et que ce moment, pour une partie du public au moins, il ne fera pas aussi fort qu'espéré. Et je comprends. Oui, le combat final peut sembler trop facile par moments. Oui, tout s'aligne parfois un peu trop proprement pour que chacun ait son rôle dans le bouquet final. Et oui, décidément ça fait beaucoup de oui, l'Upside Down paraît parfois étrangement vide au moment même où il devrait être le plus hostile. Et tout ça, c'est vrai, ce sont des vraies faiblesses. Mais sur Vecna lui-même, je suis plus partagé. Je comprends qu'on puisse vouloir une menace plus écrasante, plus violente, plus définitive, mais je pense aussi qu'une partie de la critique lui demande quelque chose qu'il ne peut pas vraiment être. Parce que Stranger Things, ça reste une aventure avec une bande d'ados au centre. Et à partir du moment où ton grand méchant doit finir par perdre contre eux, il perd forcément un peu de son aura dans le processus. C'est presque mécanique en fait. Le Vecna totalement cohérent avec sa puissance, celui que certains voudraient voir, il termine la série en 10 minutes en réalité. Il détruit tout le monde, fin de l'histoire. Donc oui, je comprends la frustration, mais je pense aussi qu'une partie du procès demande à Stranger Things de devenir une série qui n'est pas Stranger Things. Ils veulent une série plus dure, plus radicale, plus impitoyable, et ce n'est pas exactement le pacte qu'elle a passé avec nous depuis le début. Vient ensuite une deuxième critique. Une critique qui n'est peut-être pas la plus bruyante ou la plus importante, mais une critique qui, moi, m'interpelle beaucoup. Il n'y aurait pas assez de morts. Et ça, je ne suis pas d'accord. Parce qu'on a pris l'habitude de confondre prise de risque et nombre de cadavres. Comme si une fin devenait plus forte, plus adulte, plus courageuse, simplement parce qu'elle tue davantage de personnages. Une mort, pour moi, n'est pas un gage de qualité, c'est juste un outil. Et il y a des exemples. Que ce soit Bob, Eddie ou Billy, si ça fonctionne, c'est parce que la série leur donne une place avant de les perdre.
que ce soit une présence, un lien ou une utilité dramatique. Et à l'inverse, Stranger Things a déjà prouvé qu'elle pouvait être extrêmement forte sans tuer personne. Quand Max s'échappe avec Noah, c'est peut-être l'un des moments les plus puissants de la série. Et sa force ne vient pas d'une mort. Elle vient de la peur, de la musique, de l'attachement, du soulagement, et surtout de cette impression qu'on pouvait vraiment la perdre. Donc non, pour moi, le sujet ce n'est pas le nombre de morts. Le sujet, c'est la morsure dramatique. Quand la série annonce un basculement, il faut qu'on y croie. Quand elle nous fait craindre une perte, il faut qu'on sente que quelque chose peut vraiment casser. Et parfois, si ce n'est pas tout le temps dans cette dernière saison, malheureusement on y croit un peu moins. Pas parce qu'il manque des corps, mais parce qu'il manque tout simplement une vraie sensation de danger. En revanche, là où je suis beaucoup moins indulgent, c'est sur les moments où la mécanique devient trop visible. Et le premier problème à ce niveau-là, c'est que la série surexplique énormément. Elle verbalise beaucoup, elle reformule les plans, elle réexplique les enjeux. En fait, elle nous tient constamment par la main. Et ça, pour moi, c'est plus qu'une faiblesse, c'est vraiment une frustration. Parce que Stranger Things est souvent meilleure quand elle laisse simplement son monde exister. Quand elle nous fait sentir les choses au lieu de tout commenter ou expliquer. Mais dans cette dernière saison, malheureusement, on a un peu l'impression qu'elle a peur qu'on ne suive pas. Alors elle explique, encore et encore, et ça donne parfois l'impression d'une série qui n'ose plus faire confiance à son propre imaginaire. Et puis il y a l'armée. Là franchement c'est compliqué. Parce que même avec leurs défauts, Vecna, l'Upside Down, ils ont quelque chose. Une présence, une étrangeté, un vrai poids dans l'imaginaire de Stranger Things. L'armée à côté, elle fait vraiment pas le figure. Elle ressemble un peu à un vieux meuble qu'on garde là par habitude, plus vraiment indispensable et pas très intéressant. Et pourtant, il y a Linda Hamilton. Et quand tu entends ce nom dans Stranger Things, forcément tu te dis qu'il y a quelque chose à faire. En tout cas, moi, j'imaginais une présence, une autorité, une figure capable d'exister face au chaos de l'Upside Down. Pas forcément longtemps, pas forcément avec beaucoup de scènes, mais au moins avec du poids. Et au final, bah non. Son personnage est vide, pas mystérieux, pas marquant, pas vraiment intéressant. On ne comprend jamais vraiment ce qu'elle vient faire là, à part occuper une fonction dans le scénario. Elle arrive quand il faut mettre la pression, elle menace quand il faut menacer. Mais comme personnage, elle n'existe presque pas. Et les soldats, c'est encore pire. Ils sont bêtes, clichés, interchangeables. Ils sont là pour remplir des fonctions très simples comme poursuivre quand on en a besoin ou braquer des gens. Ils meurent pour faire le nombre. Mais en vrai, on dirait un peu les NPC dans les jeux vidéo. Tu ne sens jamais vraiment un camp adverse vivant. Tu sens un obstacle, une mécanique. Quelqu'un doit bloquer un personnage, on met l'armée. Quelqu'un doit être poursuivi, on remet l'armée. Il faut retarder le groupe, et ben on va remettre l'armée. Et dans une saison finale, ça se voit encore plus. Parce qu'à ce moment-là, tu as envie de revenir au cœur de la série, à son mystère, à sa bande, à son monde. Pas à une branche militaire dont on n'a pas vraiment besoin et qu'on n'a pas spécialement envie de voir non plus. Et le plus révélateur, c'est la fin. Après avoir pris autant de place, la série les efface presque comme s'ils n'avaient jamais existé. On passe à autre chose, et c'est peut-être ça le plus marquant. Jusqu'au bout, Stranger Things n'aura jamais vraiment su quoi faire de son armée. Elle l'a utilisée pour créer des obstacles, mais au-delà de la saison 1, où elle avait quand même un réel intérêt, elle n'aura jamais réussi à en faire quelque chose de vivant. Et on pourrait continuer la liste. C'est vrai qu'il y a matière à critiquer Stranger Things sérieusement. Et on peut même dire qu'elle a perdu certaines qualités en avançant. Il n'y a pas de problème. Mais je n'ai jamais fait cette vidéo pour faire l'inventaire de tous ses défauts ou pour valider ou invalider chaque critique. Mon intention, c'est de comprendre ce qu'il raconte. Et pour moi, c'est assez simple. Stranger Things est une série qui a tellement grandi qu'elle a fini par rendre ses coutures visibles. Mais une couture visible, ça ne suffit pas toujours à détruire un vêtement. Et c'est là que mon vrai désaccord commence. Parce que je comprends le procès, je vois ce qu'il touche de juste. Mais je refuse que le verdict devienne plus important que l'expérience. Parce qu'au bout d'un moment, si tout ce qu'une série nous laisse, c'est ça, alors on a peut-être perdu quelque chose en route. La vraie question pour moi, elle est là. Malgré tout ça, est-ce que le pacte fonctionne toujours ? Et chez moi, oui. Pas tout le temps, pas comme en 2016 non plus, mais oui, il fonctionne encore. Et il y a une dernière chose que j'aime beaucoup dans cette fin, c'est le temps qu'elle prend après le climax. Je sais que certains détestent ça, mais moi, j'en ai besoin. Parce qu'après autant d'années,
on ne quitte pas seulement une intrigue. On quitte un monde, une présence, une habitude et des personnages qui se sont un peu installés dans nos vies finalement. Et j'aime que Stranger Things le comprenne et nous laisse faire encore quelques pas avec eux. Beaucoup de séries veulent finir fort, avoir ce grand choc, cette grande image et ce dernier geste, mais elles en oublient un peu leur sortie. Mais Stranger Things, elle ne l'oublie pas. Pas complètement. Et moi c'est bête, mais ça me touche. Cette vidéo, au départ, j'ai eu envie de la faire en terminant Stranger Things, puis en voyant tout ce que sa fin provoquait autour d'elle. Mais avec le temps, je me suis dit qu'elle parlait peut-être moins de la série elle-même que de notre rapport aux œuvres aujourd'hui. En toute honnêteté, d'autres séries m'ont bien plus marqué que Stranger Things dans ma vie. Pas forcément parce qu'elles étaient meilleures, mais parce que je les ai tout simplement pas rencontrées au même moment de ma vie. Comme je le disais au début, si j'avais découvert Stranger Things à un âge plus jeune, à une période où ce type d'univers pouvait vraiment happer mon âme d'enfant, comme a pu le faire un Harry Potter par exemple à l'époque, le lien aurait sans doute été bien plus fort. Et justement, c'est peut-être aussi pour ça que ce qu'elle réveille en moi m'intéresse autant. J'ai passé un très bon moment devant la série, j'ai attendu et regardé chaque saison avec plaisir, en l'acceptant comme elle était, et c'est tout ce que je demande en réalité. Du plaisir et du divertissement. Et ensuite, je suis passé à autre chose. Enfin, pas complètement. Parce qu'elle m'a reconnecté à quelque chose de plus ancien, à un plaisir de fiction plus instinctif, à une manière de regarder où tout n'était pas immédiatement transformé en bilan. Et je crois que c'est ça aussi qui me travaille dans toute cette histoire. Cette impression qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de mal à laisser une œuvre être simplement une œuvre qu'on a aimée, sans qu'elle soit parfaite ou sacrée. Juste une œuvre qui nous a accompagnés à un moment et qui nous a laissé quelque chose. Aujourd'hui, aimer ne suffit plus. Il faut soit justifier pourquoi, ou alors prendre de la distance. Et je trouve ça un peu triste. Parce que ce qu'on a aimé dans Stranger Things, ce n'est pas seulement ce qu'elle raconte jusqu'à son dernier épisode. C'est ce qu'elle a construit en nous au fil du temps. Cette fin, chacun la recevra à sa manière. Pour certains, elle décevra, et pour d'autres, elle touchera encore juste. Mais dans tous les cas, elle ne dit pas à elle seule toute la vérité de ce que l'œuvre a été. Parce qu'au bout du compte, Stranger Things a déjà rejoint ce club très fermé des séries qui dépassent leur simple statut de série. Celles qui marquent une époque, traversent les générations et finissent par compter un peu plus que les autres. On pourra toujours débattre de la fin, du rythme, des choix, des défauts, mais si une œuvre ne s'arrête pas vraiment au dernier épisode, alors elle ne disparaît pas non plus au moment où on la juge. Elle reste dans tout ce qu'elle nous aura laissé. Et ça vieillit souvent bien mieux que le bruit qui entoure sa fin. C'est peut-être même à ça qu'on reconnaît celle qui compte vraiment. Et voilà, c'était la première vidéo de cette chaîne. Donc s'il y a quelqu'un, après ces 30 minutes sur une chaîne inconnue au bataillon, eh bien merci beaucoup, sincèrement, et j'espère que ça t'a plu. Et sinon je te dis, à bientôt. Ciao.